Allô tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a eu la chance de s'entretenir avec Dr François Simard, qui est cardiologue spécialisé en médecine du sport et prévention cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est aussi professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Si la mort subite chez un athlète est quelque chose qui t'intéresse, ça tombe bien parce que c'est quelque chose qu'on a parlé dans le podcast. Sinon, si toi, savoir comment que le cœur se modifie selon le certain type de sport que tu fais, ça t'intéresse aussi, ça tombe bien parce que c'est aussi un sujet qu'on a abordé. Parmi tant d'autres, bien sûr. Alors, sur ce, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie-Lynne Naud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour, Dr Simard. Merci d'être ici sur le Sideline avec nous aujourd'hui pour parler de cardiologie sportive. Donc, première question, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait pour devenir cardiologue sportif? Oui, bien donc, j'ai fait mon cégep, comme tout le monde au Québec, hein, après le secondaire, en sachant pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Puis là, bon, j'ai beaucoup aimé, évidemment, la biologie, puis assez rapidement, j'ai surtout aimé la physiologie cardiovasculaire. J'aimais ça. En biologie, là, c'était comme le bloc que j'avais préféré. Okay. Je savais d'avance. Fait que je fais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser ça tous les jours? Mon cardiologue, ça s'imposait assez vite. Fait que j'ai appliqué en médecine. J'ai été heureusement accepté à l'Université de Montréal, mais au campus Mauricie. Okay. Moi, j'étais content, je viens de la Mauricie. OK. Fait que j'ai fait ma médecine là de 5 ans. Et mon intérêt pour la cardiologie s'est concrétisé. Mm-hmm. C'est confirmé à ce moment-là. Puis fait que j'ai appliqué après ça en médecine interne à l'Université de Montréal. J'ai fait mes 3 ans à l'Université de Montréal. Puis encore une fois, parce que tu continues, il y a encore la possibilité de décider finalement, je vais être interne général ou il y a d'autres spécialités. Fait que j'ai flirté avec quelques autres spécialités pendant un bout de temps, mais c'était jamais aussi fort que la cardiologie. Fait que j'ai appliqué et puis j'ai été accepté à l'Université de Montréal. Ça, je voulais continuer dans la même université. Là. J'aimais beaucoup le programme puis bon, les professeurs qu'il y avait là, que j'avais rencontrés. Puis durant mon parcours en cardiologie, là, au début, c'est un peu tout le monde qui rentre en cardiologie, je pense, au début, veulent tout faire de l'hémodynamie. Hein, quand on débloque les artères durant les infarctus, là, tout le monde dit « ça, c'est la chose que je veux faire. Là. C'est très gratifiant. Très gratifiant, j'enlève rien à cette spécialité-là. » Ouais. Puis c'est très technique. Comme orthopédiste. Oui, c'est ça. Là, il y a un problème, je le règle. Fait que c'est extrêmement gratifiant. Puis pour avoir assisté à ça, c'est vraiment super. Là. Fait que au début, je pensais que c'était ça que j'allais faire. Mais assez rapidement, j'ai développé plus un intérêt en prévention cardiovasculaire. Fait que c'est sûr qu'il y aura toujours malheureusement des infarctus, des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont de ça? Mm-hmm. Puis, dans tout le grand domaine de la prévention cardiovasculaire, je trouvais que, en tout cas, au Québec, il manquait l'aspect plus prévention justement chez les athlètes ou les sportifs de plus haut niveau. Ce qui manquait, à mon avis, c'est des athlètes font pas les mêmes exercices que moi, par exemple, qui n'est pas du tout un athlète, mais qui essaie de bouger de temps en temps. Fait que leurs pathologies vont pas se manifester de la même façon ou la façon de les tester, la façon de les diagnostiquer, ça va être plus difficile, il y a des enjeux. Puis je trouvais qu'on les ratait un petit peu, ou en tout cas, on manquait de finesse dans notre diagnostic. Fait que je me suis... Assez vite, je me suis rendu compte, mais j'aimerais ça comprendre un peu mieux là, les athlètes, puis le remodelage cardiaque chez les athlètes, puis comment est-ce qu'on peut différencier qu'est-ce qui est physiologique de ce qui est pathologique, donc qu'est-ce qui est normal de ce qui est anormal et potentiellement dangereux. Donc là, ensuite, ça s'est imposé comme année de surspécialisation là, ou le fellowship. Là, fait que là, j'ai fait au début de l'imagerie cardiaque, parce que ça rentre un peu aussi en complémentaire. Là. Si tu veux mieux comprendre le cœur de l'athlète, il faut être capable de l'imager puis de comprendre c'est quoi le remodelage qui est acceptable puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis ensuite, là, j'ai fait évidemment un fellowship vraiment spécialisé en cardiologie sportive. Là, c'était
à Barcelone cette fois que j'étais pour cette portion-là, que j'ai faite en 2 portions à cause de la COVID. Là. Il a fallu que j'arrête, là, que je prenne une pause, mais c'est correct, j'ai pu voir l'équipe à 2 moments différents et 2 réalités différentes aussi, là, le pré- et post-COVID. C'était différentes questions qu'on avait. Donc, c'est ça, fait que j'ai fait plusieurs mois là-bas ça m'a permis en fait de côtoyer des athlètes, de voir comment est-ce qu'ils faisaient leur dépistage d'athlètes, comment on prend en charge cette population-là. Puis après ça, je suis revenu à l'Institut de cardiologie de Montréal, où est-ce que j'avais été recruté pour essayer de commencer à implanter un programme comme ça. Donc, la question qui tue, que tout le monde se demande, tu étais en fellowship à Barcelone. Est-ce que tu côtoyais des athlètes populaires? Ben, inévitablement, hein? Inévitablement. C'était une mine d'or d'athlètes, là. Hein? Puis j'ai côtoyé des athlètes aussi olympiques, parce qu'on allait aussi au comité olympique, là, au centre olympique, pardon. Fait que c'est des athlètes moins connus, mais quand même... des athlètes de haut niveau. De très haut niveau. Puis évidemment, avec le FC Barcelone, là, on voyait... l'équipe A, hein, fait que les gros joueurs comme Lionel Messi. Dans la deuxième portion quand j'étais allé, il y avait un joueur qui s'appelle Robert Lewandowski. C'est des athlètes très, très accomplis déjà, et très populaires. Fait que ça, c'est très impressionnant là, quand tu les vois. Puis tu vois aussi toute l'équipe B, l'équipe d'entraînement, que tu vois que c'est des futurs joueurs. Là, ils les prennent très tôt dans leur parcours, puis fait que tu as la chance de les côtoyer. Fait que ton fellowship en cardiologie sportive, c'était pas juste des athlètes de soccer, c'était vraiment des athlètes de différentes spécialités, différents sports. Absolument. Puis ça, c'est important pour moi quand j'ai choisi mon fellowship, là, parce qu'il y a des endroits que c'est, par exemple, juste une équipe, fait que juste une discipline. Puis je trouvais ça un petit peu limitant, parce que la vie, c'est pas juste le soccer ou c'est pas juste le football ou le basketball. Là, puis en ce moment, c'est ça, je reçois des athlètes de plein de profils différents. Ouais. Fait que je voulais être exposé un petit peu à tout ça. Okay. Fait que c'était pas juste le FC Barcelone, c'était bien d'autres choses. L'autre chose, souvent, quand les gens choisissent de se spécialiser dans le domaine de la médecine du sport, ils ont un background eux-mêmes personnel sportif. Est-ce que tu es un ancien sportif? J'aime le sport, mais je suis un sportif amateur, tout ce qui est plus amateur. Fait que j'ai joué au soccer quand j'étais jeune, je fais de la course à pied, j'ai fait quelques demi-marathons de ma vie, mais pas plus que ça. Fait que sport. Ouais, c'est ça. Okay. Puis amateur, là, vraiment. Mais j'ai pas eu une carrière auparavant, mais ça m'intéressait. Depuis que je suis jeune, quand même, le sport. Peut-être dans le contexte de la prévention, c'est très présent en cardio, etc. Absolument. Bon, je vais faire une base parce que là, de ce que j'ai compris, vous avez ramené l'expertise que vous avez eue au FC Barcelone ici au Canada. Fait que des experts comme vous ici au pays, je ne dois pas en avoir beaucoup. Fait que tant qu'à vous avoir, on va partir sur les bases. Attends, mais juste, il y en a combien au Canada des cardiologues spécialisés en médecine du sport? J'ai pas le chiffre parce que c'est pas une spécialité reconnue. C'est un peu tout le monde, un peu tout le monde. C'est quelques personnes qui finalement décident de se spécialiser dans ce domaine-là. Ouais. Par contre, ce que je suis pas mal certain, c'est qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait une formation spécifique en ça. Fait que des fois, c'est des cardiologues qui disent, je rencontre des athlètes des fois, puis j'aimerais ça un peu plus en connaître. Fait que là, ils se développent une petite niche, mais tu sais, a posteriori, mais tu sais, de qui ont fait un fellowship spécialiser là-dedans, ça, on n'est vraiment pas beaucoup, là, OK? Fait qu'on est chanceux, là. Aujourd'hui, on va poser toutes nos questions. Oui, c'est ça. Mais là, ça va de l'air un petit peu niaiseux parce que vous êtes full expert là-dedans, mais on repasse sur les bases parce que essayer de vulgariser le tout, c'est quoi le rôle du cœur dans le sport? C'est la base, on s'entend, là, mais... Ben, c'est... Le rôle du cœur est primordial, hein, quand même, malgré tout, parce que c'est ce qui nous permet... c'est le moteur, hein, au départ. Donc, quand on fait du sport, les adaptations cardiaques, là, on veut, quand on est un athlète, augmenter au maximum notre débit cardiaque. Fait que ça veut dire la quantité de sang qui est pompée dans tout le corps pour faire le travail musculaire, le travail aérobique et tout qui est nécessaire. Fait que le travail du cœur, il est primordial dès les premières secondes qu'on commence, là. Ça implique autant l'augmentation de notre fréquence cardiaque, nos battements par minute, que la capacité du cœur qu'il a d'augmenter sa force de contraction, puis la quantité de sang qui est envoyé partout dans le corps. Fait que j'espère que ça commence un peu à répondre à la question. Oui, je pense que on a une petite idée. Tu sais, là, fait que là, de ce que je comprends, c'est sûr que ça envoie le sang aux parties du corps, là, mais
est-ce que, justement, on peut s'attendre à ce que certains athlètes aient un cœur certain différent selon le type de sport qu'ils font? T'sais? Fait que le cœur, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit remodelé selon le sport qu'un athlète va pratiquer? Puis c'est meilleur pour ce type d'athlète-là aussi. Clairement, c'est ça. Le muscle cardiaque, c'est un muscle comme un autre et il s'adapte en fonction des conditions qu'on lui soumet. Ces adaptations-là arrivent assez précocement. Hein. Dès 3 mois d'entraînement, on peut commencer à avoir certaines adaptations au niveau cardiaque. Les adaptations, par contre, sont toujours habituellement proportionnelles au degré d'entraînement qu'on fait. C'est-à-dire que, et ça fait partie d'un des enjeux de ma spécialité, c'est est-ce que le cœur a changé de façon significative et en fonction de la quantité d'entraînement que je fais. Donc, si je m'entraîne juste comme, par exemple, moi qui fais 2-3 heures par semaine, OK, un strict minimum, je ne devrais pas m'attendre à avoir grand changement au niveau de mon cœur, OK, parce que je ne m'entraîne pas suffisamment pour que mon muscle cardiaque se modifie de façon notable par rapport à la moyenne. OK? Par contre, si je m'entraîne 15 heures, 20 heures de vélo sur route, je dois m'attendre à ce que mon cœur se modifie pour optimiser mon débit cardiaque lorsque je m'entraîne. Fait qu'effectivement, il y a des disciplines qui entraînent beaucoup plus de remodelage, qui entraînent beaucoup plus de modifications. Donc, tout ce qui est endurance, aérobie, comme là, je parlais du vélo, les triathlètes, on peut parler du marathon, ultra, trail, Ironman, bon, tout ça, c'est du remodelage cardiaque quasi extrême, hein, où est-ce que là, le cœur va surtout se dilater. Donc, les chambres cardiaques, les cavités deviennent plus grandes. Fait que dans le fond, juste, on a dit le cœur, c'est un muscle. Oui. Puis là, les chambres cardiaques, c'est parce que le sang s'accumule dans des parties, puis ça. Et pour être ensuite expulsé, pour être pompé par le cœur, bien, si je suis capable d'emmagasiner plus de sang à chaque fois que je contracte, bien, je suis capable d'en envoyer plus dans le corps. Okay. Fait que ces athlètes d'endurance-là développent des cœurs beaucoup plus grands que la moyenne ça leur permet en fait d'avoir un débit cardiaque augmenté. Et c'est en partie ce qui va les différencier entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a qui développent heureusement plus d'adaptation, fait qu'ils ont un meilleur débit cardiaque à l'effort extrême, puis sont capables de soutenir un effort plus important, plus prolongé que leur adversaire. Fait qu'il y a aussi des adaptations musculaires là, qui sont indéniables et nécessaires. Mais au niveau cardiaque, ça fait partie d'un des critères qui différencie des fois certains athlètes. Puis il y a une bonne composante génétique en termes de maximum de ce que je suis capable d'atteindre au niveau cardiaque. Okay. Fait que même si je m'entraîne comme mon voisin, si lui, génétiquement, il est prédisposé à avoir des meilleures adaptations cardiaques, il va un jour atteindre probablement une meilleure performance que moi, même si je me donne autant que lui. Okay? Mais là, je parle à un niveau, tu sais, quand on parle des athlètes olympiques ou de compétition, là, tu sais, comme qu'est-ce qui fait la petite différence des fois entre un ou l'autre, mais des fois, c'est purement génétique. Là, tu sais. Et à l'inverse, il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus des sports de puissance. C'est comme, par exemple, on parlerait d'haltérophilie ou tout ce qui est vraiment plus l'utilisation des muscles, tu sais, au niveau des bras, les jambes. Donc, eux, ce qu'ils vont développer, c'est des adaptations cardiaques aussi. Le cœur va se dilater un peu, fait qu'il va devenir plus gros, mais il va surtout devenir plus épais. Fait que le muscle devient plus fort, plus épais, en réponse à l'augmentation de la pression artérielle qui est créée quand on force, là, tu sais, quand on lève un poids, puis qu'on bloque la respiration, puis qu'on lève la barre ou le poids quelconque, là, mais ça fait augmenter rapidement notre pression artérielle dans le sang, puis le cœur doit compenser ça, doit battre et contracter plus fort pour éjecter le sang. Fait que ça entraîne un épaississement, on appelle ça de l'hypertrophie là, en domaine médical. Fait que c'est deux gros enjeux, parce que là, ça c'est super beau, la dilatation, l'hypertrophie. Mais comme cardiologue du sport, c'est où est-ce qu'il est le problème là-dedans? C'est qu'il y a des maladies cardiaques qui se présentent par des dilatations du cœur inexpliquées ou par de l'hypertrophie du cœur inexpliquée. Ça peut être soit génétique ou lié à certaines substances ou d'autres problèmes. Puis ces maladies-là, elles, malheureusement, posent un risque pour les athlètes. S'ils tombent dans ce registre-là, bien, ces athlètes-là pourraient avoir des événements cardiovasculaires pendant leur entraînement ou pendant leur compétition. Fait que c'est là tout l'enjeu, comme cardiologue du sport, de différencier. Est-ce que c'est juste parce qu'ils s'entraînent de façon très intense, très soutenue, et c'est tout physiologique, ou malheureusement, il commence à y avoir un processus peut-être dangereux pour lui? OK. J'ai plein de questions. Moi aussi, Premièrement,
s'il y a un aspect génétique à ce que le cœur peut avoir comme remodelage, puis comme faire en sorte que tu deviennes vraiment excellent dans un certain domaine, est-ce que en ce moment, on a des outils pour imager le cœur ou pour déterminer, OK, ça, c'est un cœur qui va être bon à se dilater pour les sports d'endurance, ou ça, c'est un cœur qui va être bon pour ce qui est plus résistance, etc. Est-ce que c'est possible de, un jeune veut faire un choix de sport, de dire, toi, génétiquement, tu devrais faire ça? Malheureusement, ça n'existe pas encore, OK? Ça serait tellement... les équipes qui vont tomber là-dessus vont... Ça serait incroyable. Ça serait incroyable, parce qu'ils seraient capables d'investir très tôt dans un jeune qui va avoir ces adaptations-là, exactement. Mais au niveau cardiaque, on n'a pas encore cette possibilité-là de déterminer, OK. Par contre, si dans la famille... Des fois, on voit ça dans des familles d'athlètes. Là, si dans la famille, il y a quelqu'un qui était très performant dans tel type de discipline, mais probablement qu'il y a quelque chose. Puis souvent, on remarque ça. Mais je ne peux pas le prédire chez quelqu'un comme ça, avec des tests ou de l'imagerie de « Ah oui, lui, il va avoir une propension à se dilater puis à être un très bon performant. » OK. L'autre chose, comme dans le système musculo-squelettique, quand on a, admettons, des muscles qui deviennent plus gros parce qu'on fait du sport, si on arrête le sport, on repère. Est-ce que c'est la même chose avec le cœur? Si, admettons, on a un cœur qui se dilate plus, quand on arrête de faire notre sport, même si on a fait ça pendant plusieurs années, est-ce que c'est des changements, un remodelage permanent ou ça revient à la normale? Donc, ce sont majoritairement des changements réversibles, donc qui peuvent revenir à la normale dans un espace de 3 à 6 mois. OK? On en perd rapidement, un peu comme les muscles. Hein? Je suis sûr que si vous arrêtez de vous entraîner, on se rend compte assez vite que non, j'aurais peut-être pas dû prendre ma pause. Mais en 3 à 6 mois, habituellement, on revient à un état de base, qu'on dit, et de façon, comme je disais, majoritairement. Donc, c'est-à-dire que si notre muscle s'est épaissi, il va revenir à la normale. Si notre cœur s'était dilaté, il devrait revenir normal. Et ça fait partie d'un des critères, des fois, quand on est vraiment interrogé à savoir est-ce que c'est un processus qui est pathologique, donc est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est en lien avec l'entraînement, d'arrêter l'athlète pendant quelques mois puis de vérifier si le cœur revient à la normale. Ça fait partie d'un des critères diagnostiques, mais c'est un critère que je n'utilise presque jamais dans ma pratique parce que de dire à un athlète d'arrêter pendant 6 mois toute activité, juste pour être certain que ça revient à la normale, je deviens très impopulaire, évidemment. Non, je comprends. C'est comme pas acceptable. C'est tellement intéressant parce que, dans le fond, de ce que je comprends, là, on idéalise un petit peu le cœur d'un athlète, mais dans le fond, le cœur d'un athlète, si on le mettrait dans une personne qui ne serait pas un athlète, ce serait un cœur pathologique de ce que je comprends. Parce qu'on s'attend à ce qu'il devienne normal. Ton cœur n'est pas normal, mais c'est correct parce que tu cours des marathons. Mais si ton cœur serait dans une personne qui ne courrait pas, là, je m'inquiéterais. T'sais. C'est exactement ça. C'est exactement ça l'enjeu de ma spécialité. Okay, en tout cas, un des gros enjeux. Okay? Puis ça, c'est ça les références que je reçois. Là, par exemple, pour X raisons, des fois, c'est dans les dépistages d'athlètes ou des fois, l'athlète s'était plaint d'un symptôme qui finalement peut-être n'était pas si inquiétant, mais on fait un examen, puis là, on se rend compte, mais votre cœur est plus gros. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, il faut quelqu'un qui est un peu plus initié pour essayer de comprendre, mais est-ce que c'est justifié avec le niveau d'entraînement qu'il fait ou non? Puis des fois, je vois ça. Là, des fois, c'est des gens qui s'entraînent presque pas, puis ont une dilatation. On ne peut pas assumer que c'est à cause de l'entraînement. Il doit y avoir quelque chose de pathologique sous-jacent. Et à l'inverse, il y a des gens qui s'entraînent énormément ou des athlètes professionnels, puis il y a des degrés de dilatation qui sont extrêmes. Là, j'ai pas eu la chance de le faire, mais il y a des athlètes du Tour de France, par exemple, là, ils présentent tous les critères d'une maladie, leur cœur. Si on le prend isolément, le cœur, là, il a l'air malade, ce cœur-là. Mais c'est tout à fait... C'est une adaptation qui est extrême, mais adéquate et qui est réversible à la fin. Il y a juste quelques modifications, parce que c'est une des questions. Il y a quelques modifications qui ne sont pas complètement réversibles. Il y a par exemple, dans les cavités là, cardiaques, il y en a une qui s'appelle l'oreillette gauche. Et ça, c'est une cavité qui, des fois, va rétrécir, mais va parfois rester dilatée à long terme. On ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est probablement relié au fait que les athlètes vétérans, là, ceux qui commencent à avoir... Malheureusement, un vétéran en cardiologie, c'est au-dessus de 35 ans. Là. Fait que quarantaine, cinquantaine, ils développent plus d'arythmies, comme de la fibrillation auriculaire. C'est des arythmies qui viennent des oreillettes, justement. Puis ça, c'est bien reconnu. Là. C'est un des risques. Là. Puis ceux qui font du ski de fond, les coureurs, les cyclistes, là, quarantaine, cinquantaine vont développer ce genre d'arythmies-là. C'est en lien avec ça. Ceux qui ont arrêté le sport ou ceux qui continuent à... Les deux. Le fait d'avoir été aussi impliqué pendant aussi longtemps dans
dans des activités d'endurance là, prolongées puis que leur oreillette se dilate, on pense que ça mène à ça. Donc, quand on parle de remodelage, est-ce qu'il y a un type de remodelage qui est meilleur que l'autre pour la longévité, dans le sens que si on continue, si on n'arrête jamais de faire notre sport, est-ce qu'il y en a un des deux qui serait meilleur pour le long terme? La réponse n'est pas définitive, mais mon opinion à moi, c'est que je pense qu'on est beaucoup mieux servi par une dilatation du cœur qu'une hypertrophie. OK? La raison étant qu'avec l'âge, il y a invariablement une diminution de la taille de notre cœur. Ça, c'est avec le processus du vieillissement. OK? Et on pense qu'il y a plein de facteurs, évidemment, mais on pense que c'est un des facteurs qui entraîne plus d'insuffisance cardiaque dans la soixantaine, 70 ans, 80 ans. Le fait que le cœur commence à rétrécir, puis il peut moins pomper de sang. Fait que si on s'entraîne à un plus jeune âge, puis que notre cœur a développé un certain degré de dilatation, il y en a qui pensent, ça c'est hypothétique, là, mais je trouve que ça fait du sens, là. Ils vont avoir un cœur moins petit à un âge plus vénérable, donc moins à risque d'insuffisance cardiaque. Ça reste à prouver, mais c'est probablement quelque chose qui est protecteur, alors que l'hypertrophie, ça n'a jamais été prouvé comme étant potentiellement protecteur. Mais c'est désirable par certains athlètes pour avoir une augmentation de leur débit. Puis moi, mettons, là, je suis une athlète, là, puis je veux... j'écoute ça, puis je me dis, Colin, ça serait tellement parfait si j'étais dilatée et hypertrophique. Est-ce qu'il y a un sport qui pourrait me donner ça, comme les deux caractéristiques? Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut trouver comme le parfait mix entre l'aérobique puis la puissance. Là. Donc, il y a ceux qui font du canot. Fait que, c'est beaucoup de puissance, mais aussi c'est très d'endurance. Puis, fait que ça, eux, ils ont souvent les deux. C'est la discipline là, classique là, où est-ce que les deux types de morphologie sont rencontrés. Mais sinon, un joueur de soccer, il y a quand même un peu de puissance, il y a un côté explosif. Il va développer un peu d'hypertrophie aussi. Un joueur de hockey aussi, football. Mais football, ça dépend quelle position, on s'entend. Mais c'est ça aussi. Même dans un sport, dépendamment quel poste que tu as sur le terrain, je pourrais m'attendre à un type d'adaptation pour un athlète, puis pas du tout pour l'autre. On le voit même dans leur morphologie de façon générale. Exactement. Fait que faut prendre ça en compte aussi. Puis, mais c'est les sports classiques qui ont comme les deux adaptations. OK. Mettons, là, de ce que je comprends, on veut un remodelage, une dilatation. Le but ultime de ça, ce serait quoi? Dans le fond, ça permet d'avoir ce remodelage-là, c'est d'envoyer plus grand nombre de volumes ou un volume le plus rapidement possible. C'est quoi la finalité d'avoir un remodelage cardiaque comme ça? Ben c'est ça. C'est ultimement d'avoir un meilleur débit cardiaque. L'exercice il est en fait purement mathématique. Hein. Là, c'est combien de sang par minute est-ce que je peux envoyer dans mes muscles pour courir plus vite. OK? Fait que je peux soit augmenter ma fréquence cardiaque, fait que mes battements par minute, puis là, on mesure tout ça. Puis ça aussi, génétiquement, on est tous prédisposés à atteindre un certain maximum de fréquence cardiaque. Puis ça ne s'entraîne pas beaucoup. Okay? C'est difficile de pouvoir dépasser un niveau de fréquence cardiaque maximale. Puis avec l'âge, ça a tendance à diminuer aussi. Fait que j'ai soit ma fréquence cardiaque qui peut augmenter, fait que le nombre de fois où est-ce que mon cœur va se contracter par minute, ou combien de sang à la fois que je suis capable d'envoyer avec chaque contraction. Fait que si je suis capable de dilater mon cœur, mais au lieu d'envoyer seulement, mettons, on va dire des chiffres, là, 100 millilitres par contraction, mais je n'envoie 150, mais sur une minute, sur 180 contractions, j'ai envoyé beaucoup plus de sang. Là. Okay? Fait que ça, au niveau des muscles, c'est très apprécié parce que là, ça veut dire plus d'oxygène, plus de nutriments et tout. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à avoir une meilleure performance. Mais quand on s'entraîne, on a aussi une diminution du rythme cardiaque. Donc, si on envoie plus de volume, mais on diminue le rythme, le volume reste comme le même? Bien, ça, c'est ça. Moi, je parle au maximum. Ah oui, à l'effort. À l'effort maximum. Mais effectivement, avec l'entraînement, le seuil anaérobique va se modifier, notre fréquence cardiaque pour le même niveau d'effort va diminuer. Hein, on va trouver ça plus facile. C'est parfait. Mais pourquoi notre fréquence cardiaque diminue? C'est parce que je suis capable d'augmenter ma quantité de sang que j'envoie à chaque contraction. Okay? Mais là, après ça, quand je veux être au maximum, quand j'étais au pic de ma course aux Olympiques, pour battre l'autre qui est à côté, mais c'est justement ça, avec le double produit des deux. Puis ça, est-ce que c'est bon d'avoir une fréquence, de diminuer le nombre de battements cardiaques au repos? Est-ce que c'est bon pour la santé de façon générale? Bien, c'est un marqueur en tout cas,
chez les athlètes. C'est un marqueur d'entraînement soutenu. Puis c'est pas mauvais ni bon. C'est juste un reflet de ce qu'on appelle le tonus parasympathique là, en lien avec l'entraînement prolongé. Et encore une fois, la raison pour ça, c'est que si votre cœur est dilaté à cause de l'entraînement, mais au repos, vous avez besoin de beaucoup moins de contractions par minute pour suffire à la demande de votre organisme. Fait que le cœur va par réflexe diminuer en fréquence cardiaque. Okay. Mais chez quelqu'un qui ne s'entraînerait pas, ça ne serait pas normal d'avoir une fréquence cardiaque, mettons, à 35 battements par minute, alors qu'il y a plein d'athlètes qu'on voit régulièrement qui sont à 35, 40 battements par minute au repos. Puis des fois, même durant la nuit, ils baissent à 30. Puis ça fait partie de la limite acceptable. Puis disons, mettons que là, on parle de battements par minute au repos pour un athlète à 30-35. Si mon cœur, moi, disons que j'étais une athlète qui mon cœur battrait à 30-35 par minute, là, est-ce que le fait que mon cœur ait moins de... Mais pendant que toute ma jeunesse, mon cœur a dû battre moins par minute, me protège contre justement des maladies comme artérosclérotiques, des crises cardiaques, puis tout ça, ou quand que je vais être un petit peu plus âgée ou pas nécessairement? Ça, c'est une boîte de Pandore, par contre, hein, parce que l'activité physique, là, faut retenir, là, c'est quelque chose d'extrêmement protecteur au niveau cardiovasculaire. Puis il y a beaucoup plus de risques à ne pas faire d'activité physique, puis il y a tous les autres facteurs de risque qui augmentent aussi en fréquence quand on ne s'entraîne pas, quand on ne fait pas de l'activité physique modérée ou même de haute intensité. Par contre, chez les athlètes de très haut niveau, OK? En général, dans les études, ils sont protégés au niveau cardiovasculaire. Ils ont moins d'événements dans le futur là, chez les athlètes vétérans. Par contre, on se rend compte que les athlètes qui se sont entraînés toute leur vie, ils ont quand même des blocages de cholestérol au niveau des artères. Ils ont quand même du calcium qui s'est accumulé là. Puis des fois, même dans certaines études, plus que certains sujets qui s'entraînent de façon plus modérée. Okay? Fait que est-ce que quand on va dans l'extrême, pendant autant d'années, est-ce que ça crée un stress au niveau des artères coronariennes? Ça, c'est quelque chose qui a été... ça fait une dizaine d'années là, où est-ce que certains chercheurs ont remarqué ce phénomène-là. On ne sait pas comment gérer ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un risque augmenté ou est-ce que c'est juste un épiphénomène? Est-ce qu'on remarque ça, mais ça n'a pas un enjeu? Est-ce que ça ne mène pas à plus de crises cardiaques? Okay. Mais avant de dire que c'est purement protecteur, le fait d'avoir une bradycardie ou comme ça, il y en a qui remettent ça un peu en doute. Mais ce qui est certain, c'est de s'entraîner de façon modérée, même élevée, dans la limite, dans le gros bon sens, là, ça, c'est certainement protecteur, puis il n'y a pas de risque associé cardiovasculaire. Mais chez les très hauts niveaux, il y en a qui se posent la question juste à cause de ces trouvailles-là. Mais moi, je ne suis pas convaincu, honnêtement, qu'il y a un risque. Là, mais ces trouvailles-là ont été faites sur comme quel niveau d'entraînement qu'on voyait ça, par exemple? On parle les athlètes olympiques, des cyclistes du Tour de France, très puis vraiment des athlètes d'endurance, surtout. Surtout d'endurance. Okay. C'est surtout chez eux qu'on a remarqué ça, effectivement. C'est au moins une dizaine d'années d'entraînement de très haut niveau. Donc, on sait qu'ils ont peut-être aussi des accumulations de plaques dans leur artère, du cœur, etc., mais on ne sait pas si ça fait plus d'événements, comme des infarctus puis tout ça. Exact. C'est ça? C'est l'élément qu'on n'a pas encore. Fait que ça pose beaucoup de questions, ce qu'on voit là. Mais qu'est-ce que ça implique au niveau clinique, ce qu'on dit? Fait que, est-ce que sont vraiment plus à risque? Est-ce qu'on doit même les arrêter de faire leur activité? Je suis vraiment pas convaincu. Ouais. La seule chose dont je suis convaincu actuellement, c'est que finalement, la prévention cardiovasculaire, l'autre domaine que j'aime beaucoup, là, est à faire même chez les athlètes. C'est-à-dire, s'il y en a des fois qui fument, fait que ça, je veux dire, faudrait pas fumer. T'sais, vous avez quand même vous avez des artères. Des fois, là, je vois certains athlètes qui sont référés pour X raison. Là, on a trouvé du cholestérol un peu au niveau des artères. Il n'y a rien qui est bloqué, mais on voit qu'il y a un début de... Mais ils me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais finalement, arrêter de fumer. Des fois, l'alimentation, même s'ils sont très en forme, c'est pas tout le temps parfait. Fait que faut regarder ça. Puis, ils ne nous disent pas tout le temps, mais il y a des substances dopantes, des fois, qui sont utilisées qui, potentiellement, viennent aussi... un peu mélanger les cartes. Là. Ça, c'est difficile à attraper. Là, fait que ça, je peux pas... Il y a une limite, des fois, à ce que je suis capable de bien évaluer. Mais ça fait quand même peur d'entendre ça, parce qu'on se dit tout le temps, cette personne-là est tellement en forme, court des ultramarathons, tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une hypothèse pourquoi ces gens-là auraient plus d'accumulation de cholestérol? C'est clair que ça fait peur, parce qu'à toutes les fois qu'il y a une étude comme ça qui sort, là, tout le monde, en tout cas,
j'ai été apostrophé pour ce genre de choses-là. Ouais. Mais là, coudonc, c'est-tu dangereux, finalement? Est-ce qu'on devrait arrêter? Puis là, certainement pas, OK? C'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux, puis c'est chez les athlètes de très haut niveau. Mais pourquoi on se demande si le fait d'avoir justement le fameux débit cardiaque, donc une circulation qui est à très haut débit de façon aussi prolongée pendant plusieurs années, est-ce qu'au niveau des artères du cœur, ça ne crée pas un stress? Puis là, on appelle ça les forces de cisaillement, fait que les artères qui sont plus distendues à chaque fois que le cœur contracte. Puis là, ben, s'il y a une petite brèche qui est faite au niveau de l'artère, ben là, il y a comme un processus où est-ce que puis là, il y a du cholestérol qui vient se coller là, ou du calcium, là, puis là, il y a un début d'athéromatose ou d'athérosclérose là, coronarienne. C'est comme une blessure de visage. Ben, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est peut-être ça. Okay? Parce que pour tous les facteurs de risque qu'on est capable d'ajuster, la haute pression, le cholestérol, le diabète, le tabagisme, j'en parlais, mais chez les athlètes, on voit quand même que c'est associé. Fait que on se demande si c'est pas à cause de ça, mais est-ce qu'on décourage quelqu'un d'aller aux Olympiques ou tout, de s'entraîner pour ça? Certainement pas. Là. En tout cas, c'est pas de ça que je m'inquiète. Peut-être qu'on va avoir plus d'informations dans le futur sur ce sujet-là. Je pense que oui. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec ces athlètes-là. En parlant d'empêcher un athlète justement d'aller aux Olympiques, puis là, on va se rapprocher un petit peu plus de votre rôle en tant que cardiologiste sportif. Ça, c'est pas quelque chose qui empêche un athlète de justement aller à un haut niveau, mais à quel moment que vous dites à un athlète, là, je pense que c'est le moment de mettre fin à ta carrière parce que ton cœur est remodelé d'une façon que c'est pathologique. Puis, mettons, si on peut rentrer dans ce sujet-là, comme pourquoi qu'on ferait ça, en fait? Oui, c'est un très bon point. En fait, c'est la portion la plus difficile de mon rôle, hein, comme cardiologue là, sportif. C'est le moment où c'est que tu dois dire à quelqu'un que tu ne peux plus faire ou que tu ne devrais pas te rendre jusqu'à tel point. Il y a plein de raisons, mais c'est que là, on a parlé beaucoup de l'entraînement, les modifications du cœur secondaires à l'entraînement. Est-ce que c'est grave, pas grave? Mais l'autre portion de mon travail, c'est d'empêcher les événements cardiovasculaires à l'effort. Donc, surtout ce qu'on appelle la mort subite sur les terrains ou durant les entraînements. C'est des événements très rares. Hein? C'est comme un athlète par 100 par 100 000 athlètes année comme événement. Fait que c'est rare. Mais c'est toujours très médiatisé. Puis, ces athlètes-là, bien souvent, on n'a jamais pu détecter auparavant quelconque anomalie. Mais des fois, certains athlètes, pour X raisons, soit il y avait des symptômes ou des fois c'est purement par dépistage, on se rend compte qu'ils ont potentiellement un problème. Et là, c'est là effectivement mon travail d'évaluer est-ce que le problème ou le potentiel problème qu'on a trouvé, est-ce que ça pose un risque sur le terrain ou durant une compétition? Les morts subites surviennent habituellement en lien avec des arythmies cardiaques. Fait que l'électricité du cœur au niveau des ventricules qui devient complètement désorganisée. Et là, ça mène à une mort subite là, dans les secondes qui suivent. Fait qu'il y a certaines conditions cardiaques qui mettent à risque les athlètes. Par exemple, il y a certaines cardiomyopathies, la cardiomyopathie hypertrophique, il y a une cardiomyopathie qui s'appelle la cardiomyopathie arythmogène, fait qu'on se doute que c'est pro-arythmique. La maladie coronarienne, chez quelqu'un qui n'est pas traité, c'est un facteur de risque d'avoir des arythmies ventriculaires. Là, fait que il faut... Mais c'est pas parce qu'on a nécessairement cette maladie-là qu'on est à risque d'avoir cette arythmie-là. Puis là, c'est là que mon rôle d'expert vient en jeu, c'est en faisant des tests. Par exemple, quand on les fait courir sur un tapis roulant en enregistrant leur battement cardiaque, en faisant certains tests d'imagerie, on essaie de voir, mais écoute, est-ce que cette maladie-là semble à un stade où est-ce que ça met l'athlète à risque ou non, ça nous apparaît sécuritaire puis il peut procéder. C'est assez jeune comme spécialité, mais comme toute médecine, au départ, on était très paternaliste. Donc, on avait beaucoup de conditions où est-ce qu'on empêchait l'athlète carrément de participer. Le meilleur exemple, c'est probablement la cardiomyopathie hypertrophique, là, qui est quand même... c'est pas si rare que ça. Hein? C'est une personne sur 500. C'est une condition qui est génétique où est-ce que le cœur devient plus épais. Okay? Puis là, vous voyez l'enjeu de... OK, mais il y en a qui développent ça parce qu'ils s'entraînent. Mais une personne sur 500 peut avoir ça juste, puis c'est génétique. Puis ça prédispose malheureusement à des arythmies malignes, des arythmies de mort subite. Fait qu'au départ, on considérait tous les athlètes qui étaient porteurs de cette maladie-là comme exclus des sports, sauf... golf, bowling, quai, c'est la même chose, mais fait que finalement, ça limitait beaucoup. Puis de plus en plus, on se rend compte que c'est peut-être juste une sous-catégorie
des athlètes qui sont porteurs de cette maladie-là, qui sont vraiment à risque, puis qu'il faut empêcher d'aller sur le terrain. Puis il y a une zone grise où est-ce que je discute avec l'athlète, mais voilà. J'ai pas une boule de cristal. Je suis pas capable de prédire est-ce que ça va t'arriver, mais le risque semble faible, tant de pourcentage. J'essaie de le donner si je suis capable. Souvent, je suis pas capable, mais quand même, si je donne une appréciation de... Moi, je pense que tu n'as fait aucune arythmie sur ton tapis roulant, par exemple. Ton cœur, je vois pas de cicatrice à la résonance magnétique. Donc, le risque qu'il t'arrive quelque chose pendant une compétition m'apparaît faible, mais il est plus haut que quelqu'un qui n'a pas la maladie, ça, c'est évident. Puis toi, est-ce que c'est important pour toi, cette activité-là? Puis il y en a beaucoup que c'est leur vie. Puis c'est pas juste financier, des fois, c'est juste... Écoutez, ils aiment tellement ça, ils sont mordus de ça. Ils sont comme... Moi, je suis capable de vivre avec ce risque-là. Fait que là, on prend cette décision-là, puis mon rôle à moi, c'est de les suivre pour essayer de voir. Si à un moment donné, je vois quelque chose qui change dans leurs conditions, quelque chose qui se dégrade, bien là, peut-être que mon discours va changer. Je vais dire, oh, là, ton risque est pas mal plus élevé. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de continuer, même en sachant qu'il y a des risques. Puis là, c'est toujours une discussion. Mais, fait que c'est beaucoup plus un travail de collaboration. Puis souvent, avec l'athlète, des fois, il faut impliquer un peu l'entourage, surtout s'ils sont jeunes, les parents, puis les entraîneurs aussi, pour essayer de mettre toutes les conditions gagnantes là, pour éviter un événement. Fait que c'est une longue réponse, je m'excuse. Là. Dernier point, il y a juste une maladie, là, la cardiomyopathie arythmogène. Ça, c'est comme c'est une fin de non-recevoir. Si on est porteur de cette maladie-là, on ne devrait pas s'entraîner à un haut niveau, là, puis des activités d'endurance. Fait que ça, malheureusement, c'est triste quand on découvre ça parce que ça, il n'y a même pas de négociation. Puis ça, c'est une maladie qu'on diagnostique facilement? Non, très difficile à diagnostiquer. OK? Puis c'est génétique, beaucoup plus rare que la cardiopathie hypertrophique. Habituellement, il y a une histoire familiale. Fait que des fois, on trouve comme ça là, la réponse, mais beaucoup plus rare, un peu plus difficile à diagnostiquer, mais beaucoup plus à risque d'arythmie chez les athlètes. Fait que ça on les arrête très rapidement. Puis je suis sûre, avec la cardiomyopathie hypertrophique, est-ce qu'il y a un sport dans lequel il y a moins de risque d'avoir une mort subite? Super bonne question. Fait qu'en fait, tout sport qui demande moins d'efforts cardiovasculaires, là, fait que moins d'aérobic, là, fait que je nommais là, le golf, bowling, on demande moins d'augmentation du débit cardiaque. Comme haltérophilie, par exemple, plus des sports de puissance. Ils sont un peu moins à risque, mais déjà le risque commence à augmenter. Okay? Parce que on parle vraiment, il y a une catégorie de sport beaucoup plus, c'est ça, plus légère en termes d'intensité cardiovasculaire, là, mais c'est très niché. Puis après ça, aussitôt qu'on monte dans le modéré puis élevé, leur risque commence à augmenter. Mais tu sais, mettons quelqu'un là, qui hésiterait à... On a la discussion ensemble, puis il hésite entre aller faire... s'entraîner pour un marathon ou justement aller faire de l'haltérophilie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un des deux qu'on pourrait dire, regarde, si tu as absolument à choisir un des deux, ce serait peut-être mieux... Ouais. Ou même pas, là. C'est vraiment du cas par cas. Puis c'est difficile... d'avoir une réponse précise. Parce qu'en plus, la cardiopathie hypertrophique, vu que c'est de l'hypertrophie, des fois, l'haltérophilie, je le recommande pas parce que ça entraîne plus d'hypertrophie. Mais c'est basé sur pas beaucoup d'études, mais quand même. Fait que je dis, est-ce que ça peut précipiter ta maladie ou encore plus l'aggraver? Fait que là, c'est comme un moins bon exemple peut-être. Mais tu sais, c'est sûr que juste le fait des fois de... Tu sais, on sait que statistiquement, le fait de passer d'un sport de compétition à un sport récréatif, pour la même discipline, ça diminue presque de moitié le risque de mort subite. OK? Probablement parce que le mauvais mot, là, mais le mindset de l'athlète, il n'y a pas un niveau de performance qu'il veut atteindre, il n'y a pas le stress, des fois enjeux financiers, peu importe, là, mais ou la gloire associée, là, mais juste ça diminue le risque. Okay? C'est prouvé, là, le fait que ça soit dans un contexte compétitif versus récréatif. Des fois, c'est ça le choix à faire. Le choix. Puis, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque de mort subite? Oui. Le sexe. Fait que les athlètes de sexe masculin sont plus à risque que sexe féminin. C'est beaucoup moins fréquent chez les femmes, la mort subite. Là. Il y a certaines disciplines aussi qui sont plus à risque. Soccer, basketball. Aux États-Unis, c'est bien décrit. Et le football aussi un petit peu. Et c'est de moindre amplitude, mais quand même, c'est un peu plus à risque comme discipline. Et finalement, les athlètes afro-américains.
sont plus à risque. Puis ça, c'est bien reconnu aussi. Fait que on peut se douter pourquoi au basketball aux États-Unis, là, c'est beaucoup plus d'Afro-Américains qui sont impliqués dans ce sport-là. Fait que on dénombre plus d'événements dans cette discipline-là. Puis là, juste revenir un petit peu en arrière, là, il y a tous ces facteurs-là qui mettent les gens plus à risque, mais pour revenir aux facteurs de cardiomyopathie hypertrophique, oui. Comment je sais si moi j'ai cette maladie-là? Est-ce que c'est un truc de dépistage que vous faites à tout le monde? Parce que là, ce que je comprends, tous les cœurs des athlètes sont remodelés. Fait comment vous savez qu'il y en a un qui a une cardiomyopathie, puis l'autre que c'est juste parce que c'est un athlète que son cœur s'est remodelé? Là, c'est là qu'on a de l'expérience avec plein d'athlètes où est-ce qu'on sait que l'hypertrophie associée à l'entraînement atteint tel seuil. Et quand on commence à dépasser ce seuil-là, on se doute qu'il y a probablement un autre processus pathologique de cardiomyopathie, par exemple, qui est en cours. Puis là, c'est là que ma spécialisation en imagerie vient en ligne de compte. Là, c'est que quand je fais les examens, j'essaie d'interpréter le degré d'hypertrophie en fonction de quel entraînement et tout. Puis quand je vois que le seuil commence à être dépassé, je me doute qu'il semble y avoir un processus surajouté. Des fois aussi, c'est carrément dans l'histoire familiale. On apprend que finalement, il y avait un oncle qui est mort subitement, inexpliqué. OK, il y a peut-être quelque chose. Ou des fois, carrément, le père et la mère là, sont connus, puis bon, là, on trouve la réponse comme ça. Ultimement, des fois, il faut faire un test génétique, mais c'est pas tout le temps associé à des symptômes. C'est ça le problème. Là. Je pense que c'était une des portions de la question, c'est est-ce que je vais le sentir? Est-ce que j'ai des symptômes associés à ça? La grande majorité des athlètes n'ont pas de symptômes nécessairement associés à ces maladies-là. Ce qui rend ça un peu plus tragique, dans le sens que si malheureusement la première manifestation, c'est une arythmie, on est déjà malheureusement beaucoup plus loin dans le processus de la maladie. Puis ça vient poser un peu la table. Est-ce qu'il y a un rôle au dépistage? Est-ce qu'on doit se faire vérifier pour ça? Dans la littérature, les gens ne s'entendent pas là, sur qu'est-ce qu'on doit faire chez ces athlètes-là. Est-ce qu'on doit être très proactif puis faire des imageries, des échographies à tout le monde? Ou est-ce qu'on doit surtout s'assurer qu'ils n'ont pas de symptômes puis qu'ils n'ont pas de malaise à l'effort? Ça dépend de quel côté de l'Atlantique on est pour répondre à la question. On est du côté européen, ils sont beaucoup plus proactifs. Ils font évidemment des évaluations cliniques de tous les athlètes. Ils auscultent les cœurs. Et ils font aussi des électrocardiogrammes. Puis il y en a qui font des... Moi, au Barça, on faisait des échographies à tous les athlètes pour essayer de détecter ça. Aux États-Unis, États-Unis nord-américains, on va dire, on est plus conservateur. Fait que on recommande qu'ils soient évalués par des médecins du sport en termes être sûr qu'ils n'ont pas de symptômes, être sûr qu'ils n'ont pas d'histoire familiale d'une cardiomyopathie ou de mort subite. Puis un examen physique, là, être sûr qu'ils n'ont pas de souffle, qu'ils n'ont pas d'hypertension. Mais après ça, habituellement, on n'est pas obligé de faire ce genre de dépistage. Mais en fait, ça, c'est vrai parce que moi, quand j'étais en fellow à Boston, on faisait beaucoup d'examens pré-saison. Puis on faisait un peu tout ça. Là, mais bien sûr, je ne faisais pas l'auscultation cardiaque, mais... Sinon, le dépistage aurait été assez mauvais. Oui, mais il y avait différents spécialistes qui faisaient le dépistage. Oui. Puis ça, c'était vrai aux États-Unis. Puis on faisait même toutes les écoles secondaires, tout ça. Mais au Québec, on ne fait pas ça. Non. Pas de façon systématique. Non, exactement. Peut-être qu'on le fait là, quand on arrive au niveau universitaire. Là, on a un peu ce principe-là. Mais, tu sais, cégep, je ne sais pas. Mais au secondaire, je ne pense pas que de façon routinière, là, on fait ça. Là. Non, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Effectivement, je pense que collégial, ça dépend de quel cégep, mais c'est vraiment pas la majorité à ma connaissance. Puis universitaire, là, c'est plus implanté, puis évidemment semi-pro, professionnel, là, il y a au moins un médecin sportif qui va voir les athlètes. Mais au secondaire, c'est pas fait. Pour plein de raisons. Là. C'est sûr qu'il y a un manque de ressources humaines, il y a un coût à faire ça. OK? Mais l'approche canadienne, actuellement, elle est beaucoup plus sur la qualité de la réponse à un événement grave comme une mort subite. C'est-à-dire que de s'assurer d'avoir des défibrillateurs automatiques externes proches des terrains, dans les gymnases, dans les stades, puis idéalement qu'ils soient bien identifiés pour qu'on sache le trouver, okay, pour l'amener à l'athlète le plus vite possible, d'avoir des équipes médicales, quand c'est possible, qui sont au courant, là, où est-ce qu'il est ce défibrillateur-là, puis que la réanimation cardiovasculaire là, se fasse promptement, puis qu'ensuite que le protocole pour... escorter l'athlète là, à l'hôpital le plus proche soit aussi assez défini. Parce qu'effectivement, même si on fait une panoplie de tests, même si on essaie de dépister tous les athlètes,
malheureusement, il y a la majorité n'ont pas de symptômes, puis des fois, on n'est même pas capable de détecter qu'il y a un problème qui s'en vient. Puis même si on fait ça. Même si on fait ça. Puis la première manifestation, malheureusement, c'est un joueur qui s'écroule sur le terrain. Il y avait un joueur, là, la compétition de l'Euro, mais pas la dernière, là, l'avant-dernière, Eriksson, me semble qu'il s'appelait, là, il était danois. Il s'est écroulé sur le terrain. C'est un joueur de soccer professionnel. À toutes les années, il y a tous les examens possibles. Là. Au niveau cardiaque, on n'a jamais détecté de problème. Puis là, ça arrive. Fait que ça montre les limites du dépistage. Et lui, ce qui l'a sauvé, finalement, c'est pas d'être dépisté. Ce qui l'a sauvé, c'est d'avoir une équipe médicale qui avait un défibrillateur rapidement disponible, qui ont pu donner un choc. Puis parce que c'est ça, les arythmies malignes, le premier traitement, c'est de donner un choc. Hein, c'est ça qui fait une différence. C'est ça qui fait une différence. Ça l'augmente, ça triple les chances de survie. OK. Fait que c'est nécessaire. Puis comme le marathon demain, là, c'est nécessaire qu'il y ait des défibrillateurs disponibles à plusieurs kilomètres, pas juste à la fin ou pas juste au début. Il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui sache le faire, exactement. Mais je sais qu'eux, au marathon, là, ils sont bien coachés, puis là, ils ont des protocoles bien mis en place, mais c'est ça qu'il faut faire pour la majorité des événements sportifs. Là. Je pense que c'est ça la priorité actuellement, parce qu'on n'est pas capable de dépister tout le monde. C'est là-dessus que le Canada met plus un peu l'emphase sur avoir des défibrillateurs puis des gens qui peuvent les utiliser rapidement. Voilà. Okay. Moi, j'aurais une question. Vous avez dit on triple les chances de survie, mais disons que ça arrive. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais si ça arrive sur le terrain, c'est quoi les chances que c'est quoi les chances que la personne ne survive pas, mettons? Donc, si... là, encore une fois, ça dépend du setup. Mais ça dépend du setup. Est-ce que c'était un match compétitif ou non? Mais les chances de survie globale, absolument, c'est moins de 50%. Okay? Puis pourtant, ça, c'est élevé. Okay? Si on prend n'importe quelle, malheureusement, mort subite, si vous décédez subitement à la maison, dans la rue pour X raisons, dans la population générale, il y a un risque aussi pour ça. Là. Donc, le taux de survie est encore plus bas que ça. Okay? Mais dans les contexte sportif, c'est un petit peu plus élevé que la moyenne, probablement parce que, il y a du monde qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui s'est écroulé, fait que là, il y a un protocole de sauvetage là, qui est là avec la réanimation et la défibrillation, mais c'est quand même moins que 50% dans les études globales. Là. Pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, par exemple, souvent sur les lignes, sur les terrains, c'est des physiothérapeutes qui sont là. C'est quoi comment on reconnaît que c'est une mort subite? Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est dès qu'il y a une altération de l'état de conscience et surtout un état d'inconscience, là, si on n'a pas de pouls, on devrait d'emblée commencer le massage cardiaque et demander que le défibrillateur soit amené le plus rapidement possible. Fait que c'est ça. Des fois, il y a des enjeux. Malheureusement, il y a eu des fois où on ne savait pas où est-ce qu'il était. On le sait qu'il est disponible. Ouais. Il est à quelque part dans le stade ou dans le gymnase, mais on ne sait pas il est où. Puis est-ce que il faut que ça soit bien identifié. Est-ce que ça se peut que étant donné que c'est des jeunes, on a déjà la préconception qu'on a des athlètes devant nous, puis que ça doit pas être ça qui se passe, puis on se dit plus, c'est des convulsions, ou comme on essaie dans notre tête de se convaincre que c'est pas une mort subite. Mais dans le fond, dès qu'on a un doute ou dès qu'on a l'impression que c'est des convulsions, qu'il n'y a pas eu un gros TCC ou quelque chose, un gros trauma crânien associé, là, on devrait tout de suite s'enligner sur le défibrillateur. En tout cas, on devrait certainement s'enligner sur être sûr qu'il y a un pouls. Puis s'il n'y a pas de pouls, il faut faire venir... Puis admettons, là, on n'est pas sûr, on est stressé, puis on le trouve pas, le pouls. Ah, mais c'est pas grave c'est pas grave de masser quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il y a un pouls, OK? Parce qu'on est bien mieux de le faire plutôt que d'attendre. Le délai de reconnaissance, chaque minute qui passe sans masser, le pronostic est extrêmement défavorable. Puis le défibrillateur, la bonne nouvelle, là, c'est très intelligent cette machine-là, là, mais on le branche sur l'athlète et s'il n'y a pas besoin de défibriller, ça va nous le dire. Faire. Il ne va pas le faire. Et tu peux même pas peser toi-même pour le faire, OK? L'appareil, il détecte l'arythmie, puis il va te dire, OK, tu peux peser. Donc, puis, dans le doute, on demande le défibrillateur, puis on l'installe. Puis il va te le dire. Il va te dire, pas de choc recommandé. Okay. Parfait, pas de choc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un arrêt cardiaque. S'il n'y a pas de pouls, il faut continuer le massage. Ouais. Mais l'appareil, vous n'allez pas défibriller quelqu'un qui n'en avait pas besoin, puis empirer sa condition. Okay. Au contraire. Vraiment important. Oui, important, effectivement. Ma question, c'est un peu plus, là, c'est moi, au personnel de la santé qui nous écoute, là, mais une arythmie. Je ne sais pas si on a bien expliqué qu'est-ce que c'était une arythmie. Qu'est-ce qui se passe dans une mort subite? OK. Fait que
ce qui fait que notre cœur contracte à toutes les secondes, là, hein, on a une fréquence cardiaque de 60 battements par minute, c'est qu'on a un chef d'orchestre qui s'appelle le nœud sinusal. C'est une activité électrique qui est intrinsèque là, au cœur, puis il envoie un influx électrique à toutes les cellules de notre muscle cardiaque, puis les cellules musculaires contractent sous un influx électrique. Il faut un influx électrique pour que ça contracte. Fait que ça, absolument, cette activité électrique-là, elle est très bien régulée et modifiée par les hormones et tout, mais absolument, c'est très régulier. Puis, il n'y a pas grand-chose qui modifie l'endroit d'où est-ce que ça part, l'activité électrique. Le début, absolument, vient toujours du nœud sinusal. Quand on a quelconque maladie, là, puis qu'on a des cicatrices, par exemple, bien ça prédispose à avoir tout à coup un foyer d'électricité qui part de façon irrégulière, puis qui n'est pas synchronisé au nœud sinusal, qui est situé à la partie supérieure du cœur. Et quand ce foyer-là commence à déclencher des activités électriques, ça peut entraîner carrément une désorganisation de toute l'électricité du cœur. Puis là, les cellules du cœur commencent à contracter de façon totalement asynchrone. Fait que là, il n'y a finalement plus de battement cardiaque. Puis là, on perd complètement la circulation sanguine. Fait que c'est ça l'arythmie ventriculaire maligne. Là. C'est cette arythmie-là qui devient complètement désorganisée. Puis là, il n'y a plus de contraction cardiaque efficace. Là, malheureusement, l'affaire, c'est qu'il y a plein d'arythmies. Là. Il y a des arythmies qu'on dit plus auriculaires. Fait qu'elle n'entraîne pas des morts subites. Là, mais quand même, les gens vont le sentir. Là. Le cœur bat plus vite. Ils sentent leur cœur qui est irrégulier ou qui ne bat pas normalement, mais ils ne vont pas perdre conscience, ils ne vont pas en mourir de ça. Mais malheureusement, les arythmies ventriculaires, elles mènent à des morts subites parce qu'il n'y a plus du tout de contraction cardiaque. Puis, mettons qu'on a quelqu'un qui a une arythmie, justement, la fibrillation au niveau des auriculaires, là, pas des ventricules. Oui. Est-ce que ça, c'est plus à risque, ça met la personne plus à risque, justement, d'un mort subite ou ça n'a pas vraiment de lien? Non, ça, c'est pas associé à la mort subite. C'est associé à pas se sentir bien. Les gens vont être essoufflés, vont le sentir que le cœur bat pas régulier. Puis s'ils sont en train de faire un effort, ils vont trouver qu'ils sont plus capables de faire un effort parce que l'activité électrique est quand même anormale. Là, fait qu'ils sont pas capables de faire le même niveau d'effort que quand ils ont un battement qui est bien régulier, bien régularisé surtout. Mais c'est pas associé à la mort subite. Mais les arythmies ventriculaires, heureusement, beaucoup plus rares, mais quand elles surviennent, elles sont fatales absolument. Fait qu'il faut défibriller vite. Disons, mais si quelqu'un fait une fibrillation auriculaire, oui. Elle n'a pas plus de risque de faire une arythmie ventriculaire, comme si il n'y a pas de lien entre les deux. Ou il y en a la réponse simple, c'est non. OK. Très rare cas, malheureusement, ça peut... Dans les choses qu'on essaie de détecter chez les athlètes, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White, hein, qui est un faisceau accessoire. Fait un fil électrique qui passe directement de l'oreillette au ventricule. Et malheureusement, si on fait de la fibrillation auriculaire, bien, ça va mener à de la fibrillation ventriculaire. Puis là c'est la mort subite. Mais absolument, les gens n'ont pas ce fil-là. Le cœur est comme isolé entre l'étage du haut et du bas. Puis la fibrillation auriculaire ne va pas mener à une mort subite, absolument. Okay. Très, très, très vaste. Très technique, mais c'est non, ça fait un petit rappel de mes cours de cardiologie. C'est ça. Moi aussi, ça me rappelle des mots-clés. Oui, c'est ça. Oui. Je reviens parce que là, j'imagine quelqu'un qui écoute ça et qui se dit « Ah non, comment ça? Moi, j'ai jamais eu de dépistage. Les gens vont avoir peur. » Tu sais, le but de ce podcast-là, c'est vraiment pas de faire peur aux gens. On a déjà dit que c'était super, super rare, qu'il y a des prédispositions potentiellement génétiques. Fait que peut-être qu'un des petits trucs que les gens pourraient avoir, c'est questionner leur famille pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ça dans la famille, des morts subites ou des événements comme un peu inexpliqués. Certainement. Ça, c'est une très bonne première étape. Okay. L'autre chose, on a parlé un peu... on a dit que d'habitude, il n'y a pas de symptômes avant. Mais s'il y avait des symptômes avant, ce serait quoi les symptômes? Bon, très bonne question. Parce que les symptômes, des fois, ce qui n'est pas évident, c'est évidemment, dans la méthodologie, si quelqu'un fait une mort subite puis malheureusement décède, ben, tu ne peux pas lui demander « T'avais-tu senti quelque chose? » Non, c'est ça. Mais quand on questionne des fois les survivants, on leur demande « Avais-tu des symptômes? » Fait que quand il allait chez le médecin, il disait qu'il n'y avait pas de symptômes. Mais il se rendait compte que, mais en rétrospect, là, peut-être que j'étais un peu plus essoufflé récemment. Mais je me disais, je sais pas, j'ai eu un virus, quelque chose, puis je pensais que ça allait passer. Il y en a qui disent que des fois, ils ont des douleurs à la poitrine, puis anormales, évidemment, là, pendant qu'ils faisaient leur exercice, mais c'était très transitoire. Puis après ça, c'était parti, puis c'était correct.
Puis des fois, des gens qui ont, encore une fois, là, surtout quand c'est à l'exercice, là, d'être étourdi, surtout une perte de conscience inexpliquée. Des fois, c'est que ça vient subitement, puis tout est correct. Fait que là, ils disent, bon, ça ne doit pas être grave. Je sais pas, j'ai moins bien mangé, je ne me suis pas hydraté cette journée-là. La majorité du temps, c'est tout ça. Là. C'est toutes des causes qui ne sont pas graves. Mais des fois, la survenue de ces symptômes-là, c'est la seule manifestation qu'il y aura peut-être avant un autre événement. Fait que moi, mon message, c'est pas aussitôt que vous avez un symptôme, inquiétez-vous, puis là, ça pourrait être grave. Mais si vous avez un symptôme, ça vaut la peine de ne pas l'ignorer. Puis d'en parler à un professionnel. Puis j'en vois beaucoup d'athlètes là, qui ont un essoufflement, qui ont une douleur à la poitrine pendant un effort. La majorité du temps, on fait des examens, puis tout est beau, puis ça se passe bien. Mais la seule fois, des fois, si vous avez un symptôme comme ça, parlez-en parce que ça pourrait être quelque chose. Fait que il faut juste faire des vérifications. Puis des fois, les athlètes, ils n'osent pas nous en parler parce qu'ils pensent que là, on va les exclure de l'entraînement le temps qu'on fasse des vérifications ou de façon prolongée. Mais la majorité du temps, en tout cas, moi, j'essaie de faire tous ces examens-là assez rapidement pour, justement, ne pas trop les pénaliser. Là, puis le but, c'est d'aller voir s'il y a justement une cause sous-jacente qui pourrait prédisposer à la mort. C'est ça, exactement. Puis la majorité du cas, il n'y en a pas. Okay. Mais s'il y a un petit symptôme, des fois, il ne faut pas l'ignorer parce que ça pourrait être une manifestation. Okay. Puis dans on a parlé beaucoup de prévention de maladies cardiovasculaires, etc. Mais à part ce qu'on vient juste de dire, il n'y a pas vraiment d'autres prévention qu'on peut faire pour la mort subite, à part d'avoir des défibrillateurs. Même là, on va juste améliorer l'outcome, mais on ne va pas prévenir que ça arrive. Non. Pour la prévention que ça arrive, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, honnêtement. C'est un peu frustrant, en fait, de ma job. Là. Puis j'aimerais bien dire, on va faire un électrocardiogramme à tout le monde, on va faire une échographie à tout le monde, puis on va diminuer les risques. OK? Mais dans les études, c'est pas ça qui a été confirmé. Il y a surtout en Italie qui ont fait un protocole comme ça aussi serré. Puis eux, ils ont vu une diminution de la survenue de mort subite. Okay. Mais ça a été pas mal la seule juridiction qui a réussi à démontrer ça. Quand on essaie de répéter ce modèle-là dans d'autres pays, on n'a pas vu des résultats aussi concluants. Okay? Puis là, ça, c'est juste le nombre. Puis après ça, il faut se questionner sur le coût-bénéfice de faire ça, la quantité d'athlètes. Parce que ça veut dire qu'en Italie, dès qu'il y a un facteur de risque, on se dit, toi, tu es plus à risque de mort subite, bien, on retire quasiment l'athlète. Ce que je veux dire, c'est qu'en Italie, dès qu'on commence à être impliqué dans une discipline sportive, on est obligé d'avoir un examen avec un médecin et un électrocardiogramme avant de pouvoir participer à l'activité. Tu ne peux pas juste inscrire à un marathon. Et si l'athlète est justement une de ces maladies-là, mais il est retiré tout de suite du sport. Mais, il y a la discussion. Il y a la discussion. Risque-bénéfice. Il y a la discussion, effectivement. Ils discutent eux autres aussi en Italie, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus... ils sont un peu plus conservateurs. Okay. Puis c'est pour ça que des fois, certains athlètes quittent l'Italie et vont jouer dans d'autres... pour reprendre l'exemple de Eriksson, en tout cas, je présume que, mais lui, il jouait en Italie auparavant, puis il est retourné en Angleterre où est-ce que là, ils l'ont laissé jouer. Puis en Italie, il y avait une rumeur comme quoi c'est que les médecins avaient dit « Tu ne peux pas retourner sur le terrain avec ce qui s'était passé. » Fait que il y a aussi ça. Mais est-ce que... On ne le sait pas. Est-ce qu'on est mieux d'être paternaliste puis d'empêcher plus d'athlètes? Mais on empêche du monde après ça de faire ce qu'ils veulent. Mais ça, je pense que, comme on a dit tantôt, c'est vraiment comme la tolérance au risque de chaque athlète et son écosystème. On expose c'est quoi les risques, puis après, c'est eux qui décident est-ce qu'on prend le risque ou non. Là. Oui, c'est ça. Je pense que je dois quand même essayer de les aiguiller dans le sens que il y a certaines maladies, comme je disais, que dans ma tête, ça fait aucun sens. Ouais. Puis je leur dis, là, ça moi, je peux pas marquer à quelque part que je suis d'accord avec ce que tu fais là. Si tu le fais, ça va être vraiment contre mon avis. OK? Puis il y a d'autres fois, c'est plus, OK, il y a eu une discussion, on connaît les risques, mais on les tolère ou on les accepte. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça change un peu entre les juridictions, mais ça veut dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de choses, effectivement, comme intervention pour diminuer le risque de mort subite. Fait qu'on est beaucoup plus dans le, OK, si ça survient, quand ça va être puis ça va survenir de façon très rare, OK? Bien là, soyons préparés. C'est ça qui est... Okay. C'est plus le leitmotiv canadien. OK. Si, une des dernières questions, là, si, admettons, tu avais toutes les ressources du monde, là, que ton hôpital ou même le Canada te disait qu'est-ce que tu aimerais faire pour la prévention chez les athlètes, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre en place pour les jeunes ou même pour les athlètes là, de haut niveau, etc., dans la prévention de tout ça associé à la cardiologie sportive? Il y a deux volets. Si je parle avec mon cerveau,
ce serait de continuer de mettre l'emphase sur la disponibilité des défibrillateurs automatiques externes, qui soient bien identifiés, que dans l'aréna, qu'on sache il est où, puis que ça soit très rapidement disponible s'il y a quelqu'un sur la patinoire, malheureusement, qui s'écroule. Ça, c'est ma réponse rationnelle, okay? Puis qui est prouvée par l'évidence scientifique. Par contre, moi, ce que j'aimerais, au niveau plus personnel, c'est que j'aimerais ça être un peu plus proactif en termes de dépistage, puis essayer de regrouper certains athlètes. Est-ce qu'il faut y aller plus par discipline qui sont plus à risque, par exemple? Je pense que ça mérite d'être réfléchi pour essayer d'être plus proactif, parce que quand on prend un athlète universitaire, par exemple, on dit on commence le dépistage universitaire, malheureusement, les cardiomyopathies les plus dangereuses, ils commencent à se manifester bien avant l'âge universitaire. Ça commence à l'adolescence, puis l'âge du cégep. Là, c'est là que ça va sortir, la génétique. Là, ouais. Fait qu'on aurait avantage à les dépister plus tôt. C'est ça qui se faisait en Europe. Hein. Quand j'étais à Barcelone, là, je dépistais les athlètes de haut niveau, mais eux, ça fait des années qu'ils ont l'examen, puis c'est toujours normal, puis ils développeront. C'est extrêmement rare qu'ils vont développer quelque chose, mais ceux qui étaient comme 13, 14 ans, 15 ans... Ça a commencé à quel âge là-bas? Le dépistage a eu entre 8 et 10 ans. Ah, ouais? Ouais. Dans le club de Barcelone, là, qui est ceux qui étaient dans le club. C'est pas national. Comme l'académie du. Oui, l'académie FC, là, ça c'était 8-10 ans. Au niveau national, c'est pas 8-10 ans, mais c'est un petit peu plus au secondaire, là, mais quand même. Mais eux, ça commençait à 8-10 ans. Mais c'est à l'adolescence que là, on commençait à voir les premières manifestations, des fois, là, de ces maladies-là en faisant des électrocardiogrammes, des échographies. On avait le bénéfice de pouvoir comparer avec les années antérieures aussi. Mm-hmm. Mais ça prend beaucoup d'argent pour supporter ça. Mais ça, idéalement, j'aimerais ça qu'on soit capable un jour de peut-être avoir des données, au moins canadiennes, savoir, mais est-ce que c'est efficace? Parce qu'on n'a pas beaucoup au Canada là, de données sur implanter un programme comme ça. Est-ce que ça a un potentiel d'améliorer? Là, puis même en Espagne, est-ce qu'eux autres, en faisant ça, ils publient aussi leurs résultats? Le fait de dépister à partir de 8 ans, il doit avoir quand même un certain historique. Est-ce qu'ils ont des chiffres sur... le nombre de dépistages nécessaires à 8 ans pour... Encore une fois, là, c'est super technique comme réponse, mais ils détectent certainement plus de choses. Ils détectent plus de choses. Mais est-ce que ça a un impact sur les événements de mort subite? Ça l'a pas prouvé encore. Okay? Mais est-ce que en ayant empêché l'athlète, on a prévenu un événement? C'est ça l'affaire. On le sait jamais. Finalement, l'athlète que tu arrêtes de compétitionner, mais tu ne sais pas si finalement il y aurait eu un événement ou pas. Là, parce que c'est tellement rare. Tu l'arrêtes de compétitionner, tu l'arrêtes de faire du sport. Fait que peut-être qu'il va avoir son événement, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Okay? C'est ça. Fait que c'est ça le gros enjeu qu'on a actuellement. Fait que, mais oui, il détecte beaucoup plus de choses que quand on fait juste... il y a des maladies qu'on n'a pas mentionnées non plus, mais que c'est impossible de détecter avec juste un questionnaire et un examen physique. Là, tout ce qui est problème électrique et tout, là, il y a les syndromes de long-QT, syndrome de Brugada. Là, pour les professionnels qui nous écoutent, le Wolff Parkinson White, tu vois ça juste à l'électrocardiogramme. Fait que j'ai beau ausculter pendant des heures de temps un athlète, je ne pourrais jamais trouver ce problème-là. Mais ça prend un électro qui prend 10 secondes à faire. Mais il y a un coût associé à ça. Mais je pense qu'un jour, on va se tourner vers ça. Puis on va essayer de... En tout cas, moi, ce serait ça, moi. Pour revenir à la question, mon rêve, ce serait un jour d'avoir un programme un peu plus implanté comme celui-là. Mais je sais qu'il y a plein d'enjeux, puis il faut travailler sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats-là. Parce qu'il y a des athlètes qu'on va trouver des anomalies, mais qu'on ne peut pas expliquer. On ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire avec. Est-ce qu'on doit les exclure ou pas? C'est là que la discussion vient. Là, mais moi, c'est pour ça qu'en ce moment, dans les programmes de dépistage auxquels je prends part, je discute même avec l'athlète avant de faire l'examen. OK, t'es asymptomatique. On peut te proposer de faire l'électrocardiogramme pour essayer de détecter quelque chose, mais je peux pas te garantir après ça que je vais savoir quoi faire avec ça. Puis ça va peut-être te créer plus d'anxiété ou quelque chose, ou tu vas peut-être être obligé de faire d'autres examens encore pour confirmer que tout est beau. Fait que ça va retarder peut-être ton retour au jeu, peu importe. Fait que cet enjeu-là, il faut en discuter avec la tête avant même de commencer ça. Là, OK. Bien, c'est important de savoir ça aussi. Mais je pense qu'en tout cas, éthiquement, il faut leur dire, là, étant donné que c'est pas scientifiquement prouvé à 100% comme une méthode efficace, là, faut qu'on leur en parle. Mais dans certaines juridictions, comme je disais, plus européennes, c'est une loi. Fait que je disais, bon,
tu dois passer à travers, puis tu le fais. Mais ici, c'est pas une loi, fait que c'est comme toute intervention médicale, il faut que tu discutes avant. Fait qu'on va laisser les Italiens faire les guidelines, puis... Ben, c'est clair qu'ils ont une influence européenne, on le voit, ils sont sur tous les comités là, de lignes directrices, puis ils apportent leurs expériences, leurs chiffres, puis ça fait beaucoup de sens. Puis il n'y a personne qui peut être contre l'idée de vouloir prévenir la mort subite. Fait que là, tu te dis, ben, on va répéter ce modèle-là, mais quand on le répète, c'est pas aussi concluant. Fait que, est-ce que c'est juste... probablement que je dépasse le temps, désolé. Mais, fait que, est-ce que c'est juste le fait que en Italie, ils ont plus certaines maladies, puis qui mènent à beaucoup plus d'événements de mort subite, puis que si on prend une population nord-américaine, ben, on n'a pas les mêmes gènes, fait que finalement, on n'a pas le même risque, on n'a pas les mêmes maladies. C'est peut-être juste ça, finalement. Fait que, mais comme au Canada, je trouve qu'on n'a pas beaucoup encore documenté le phénomène, ou même une expérience de dépistage, ben, je pense qu'il faudrait au moins commencer par ça. Mais comme au Québec, ça arrive combien de fois par année, une mort subite, à peu près? J'ai pas ce chiffre-là. Ça doit être... C'est rare quand même. Oui, là. peut-être une fois par année Ouais, que j'entends parler. En tout cas, on m'accoste pour un cas par année, peut-être. Là, c'est vraiment très, très rare. Là. Très rare. Très, très rare. Fait que c'est ça. Commencer à dépister tout le monde pour le cas, ça sonne un peu sans cœur, mais c'est que la quantité de ressources puis de stress puis qui sont en lien. Pour ça, c'est là que les autorités publiques ne peuvent pas appuyer ça pour l'instant. Puis je le conçois, là, mais je pense qu'il faut essayer de mieux documenter le phénomène puis de voir est-ce qu'il y a des interventions plus ciblées. Puis là, c'est là que je reviens, je pense, les disciplines, puis à un certain âge, peut-être qu'on doit un peu plus cibler, puis essayer de voir si on a un rôle potentiel d'aider, de prévenir. Mais pas at large. On peut pas concevoir ça. Super. D'autres questions, Karianne? Moi, je pense que je me sens déjà vraiment plus intelligente. Là. C'était vraiment intéressant. Puis j'espère qu'on a essayé de vulgariser le plus, mais je pense qu'on a quand même réussi notre mission. Ouais, c'était bien. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les athlètes? Oui, mais en fait, mon message, en fait, c'est que, puis même à tous ceux qui écoutent, là, c'est que l'activité physique, c'est protecteur. C'est la meilleure chose que vous puissiez vous donner pour prévenir un problème cardiaque. Fait que là, on a discuté beaucoup des problèmes cardiaques en lien avec l'entraînement, là, mais d'habitude, c'est dans l'autre sens. Okay? C'est l'entraînement, l'activité physique, c'est très protecteur pour le cœur. Mais que si vous êtes un athlète et que vous avez un jour un symptôme, une inquiétude, le cœur qui bat irrégulier, perte de conscience inexpliquée, une douleur à la poitrine que vous ne comprenez pas, ça vaut la peine d'en parler à votre médecin. Puis ça ne va pas vous exclure, ça ne va pas vous empêcher nécessairement de compétitionner. Puis on est mieux d'être rassuré, puis ensuite de repartir à l'entraînement, que de malheureusement ignorer ça, puis qu'il arrive après ça un événement triste. Là. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas voir le médecin comme étant un adversaire dans ce contexte-là. Alors que des fois, mettons au Barça ou peu importe, là, l'athlète, il rentre dans le bureau, c'est pas hostile, mais il est pas ouvert à répondre à mes questions. Il veut pas que je trouve un problème. Puis moi, je sais pas que je veux trouver des problèmes ou le rendre plus malade qu'il l'est, mais il y a quand même, pour lui, pour sa protection, c'est bien mieux qu'il soit ouvert avec nous puis qu'on essaie de l'aider. D'avance, parce que la conséquence, c'est la mort. Ben, tu sais, la conséquence potentielle. OK? Puis c'est ça. Puis surtout, la forte majorité du temps, si on trouve quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une exclusion. Ouais. C'est juste des fois certaines adaptations de l'entraînement ou de la compétition, de s'assurer qu'il y a un protocole autour. Oui, c'est ça, un cadre ou un protocole autour de l'athlète. Là. C'est plus de l'exclusion systématique, puis avec fin de non-recevoir. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Ben non, c'est ça, je pense. Okay. Moi, j'ai une dernière question niaiseuse. Non, pas de question niaiseuse. Le cœur, c'est un muscle. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une crampe au cœur? Ah, ouais, comme les fameux points, puis tout, mais c'est pas... Mais non, mais une crampe comme dans les mollets, là. Mais est-ce qu'on peut avoir une crampe au cœur? Non, il n'y a pas de... Okay. Non, c'est ça. Mais le cœur devient anaérobique. Tu sais, il utilise... Tu sais, il peut plus utiliser le glucose, puis là, il faut qu'il utilise autre chose, mais ça crée pas de crampe au cœur. Non. Je rassure. Mais c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Dr. Simard, d'être venu nous parler de cardiologie sportive. C'était vraiment... très intéressant. Merci beaucoup. Génial. Merci pour l'invitation. Très apprécié.
Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.